libéralisme économique fait référence, c'est toujours une liberté des personnes, des individus, mais c'est une liberté surtout par rapport à cela. Merci. Aux activités économiques, hein, aux activités de production et d'échange. Merci. Du coup, ce libéralisme économique, c'est celui que justifie le capitalisme, en fait, tout simplement, hein, c'est-à-dire qui justifie l'économie de marché, la possibilité, hein, de pouvoir produire, donc vendre et acheter librement. Dans cette optique, on n'est plus du tout face à la préoccupation d'assurer que chacun soit libre de sa vie, etc. Hein, puisque en lui-même, hein, ce libéralisme économique, ce système capitaliste, il porte l'enrichissement d'une minorité parallèlement à la pauvreté, voire à l'appauvrissement d'une majorité, etc. Voilà. Donc, pour revenir à votre remarque, oui, j'essaie de faire plusieurs trucs à la fois. Voilà, c'est ça. J'ai donné rien d'autre pour l'instant. De fait, hein, quand on est libéral sur le plan économique, on est favorable à la mondialisation, ça c'est bien certain. Hein, la mondialisation, elle est complètement dans le libéralisme économique, pouvoir échanger le plus librement possible, notamment. Et ce libéralisme économique, historiquement, de toute façon, il va de pair avec le libéralisme politique et moral. Hein. Historiquement, les deux se sont élaborés à partir de la même base. Le capitalisme s'est développé avec, on pourrait dire, l'application des principes libéraux, des principes politiques et moraux libéraux, à l'économie, à la production. Donc, de fait, dans le monde, hein, ce sont les mêmes... ce sont effectivement en gros les mêmes, mais ça n'a pas toujours été exactement comme ça, parce qu'il y a des pays qui sont complètement dans la mondialisation, qui ont quand même été des dictatures. Même un pays, enfin les pays d'Asie de l'Est, hein, comme la Corée du Sud, ont eu des régimes extrêmement autoritaires. Ne parlons pas de la Chine. Bon, pour la Corée jusqu'à une époque récente. Je pense aussi au régime d'Amérique latine. Hein, je pense au Chili, par exemple, qui a été une dictature, mais qui ne s'est jamais mis en retrait de la logique économique internationale, et qui était même soutenu par les États-Unis pour justement sa contribution à la production de matières premières notamment. Hein. Donc bon, c'est pas si simple tout ça. Voilà. Comment? C'est pas trop lié en fait, on dirait. C'est pas forcément lié. On peut pas dire que d'un côté il y a des États qui sont, enfin, des dictatures qui participent pas du tout au capitalisme, et d'autres, voilà. C'est pas forcément. Ben, il y en a au moins une, hein, qui semble assez à l'écart. C'est la Corée du Nord aujourd'hui, et qui est pas une puissance économique, mais il y a des on peut pas considérer que ça serait tout simple, qu'il y aurait les États démocratiques, les États dans lesquels les libertés individuelles sont garanties et qui participent activement à la mondialisation, c'est-à-dire à la libéralisation des échanges, et d'autres qui seraient à l'écart. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Vous savez qu'il y a des situations très compliquées. Il y a ceux qui sont à l'écart parce qu'ils veulent être à l'écart. Il y a ceux qui sont à l'écart parce que il y a un embargo sur à finalité politique. Enfin, il y a un tas de combinaisons possibles. On pourrait même dire que on peut se demander dans quelle mesure les libertés individuelles sont complètement garanties lorsqu'il y a des inégalités sociales si fortes que dans un pays, même très riche, comme les États-Unis ou comme des pays européens de l'Ouest, il y a une part croissante de la population qui n'est pas nourrie correctement, qui n'a pas accès aux soins de santé, etc., qui presque physiquement est en danger en raison de ces inégalités. Alors,
nous allons voir, comme je l'annonçais, nous allons voir à partir de maintenant, dans les 3 chapitres, dans la série des 3 chapitres qui commencent maintenant. Donc là, je finis ma transition. Dans la première partie de ma transition, je reprenais des éléments antérieurs, et dans la deuxième partie de ma transition, j'évoque des éléments qui vont venir. Donc, les inégalités dans l'espace mondial qui sont inhérentes à la mondialisation sont le plus souvent interprétées comme des inégalités de développement. Donc, avant de voir plus précisément en quoi elle consiste, il faut s'interroger sur la notion même de développement, et c'est ce que nous allons faire maintenant. Donc, chapitre 5. Je passe un peu un moyen là. Chapitre 5. Ouais, le fois quand je pars, pourquoi tu me dis qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Moi je pars quand j'ai envie de partir, non? Eh ben oui, je n'ai rien dit par rapport à ça. Non, parce que l'autre fois tu m'as cassé les couilles, je sais pas quoi. Je cassé les couilles pour je sais pas quoi, tu sais. Quand j'ai envie de partir, je pars, non? Toi, ton cours me fait chier, tu m'intéresses pas. Eh ben je veux pas, c'est tout. Désolé. Toi, je t'ai pas parlé. T'as enculé, tu manges comme dans eux, t'as ta tête, Il essaie. Non. Non. Il est fou. Il est fou. Il est fou. S'il veut pas venir, il a qu'à pas venir. Pardon. C'est fort, quoi. Donc, par contre, vous êtes dans d'autres cours avec lui? Ben, ici, c'est la première fois, oui. Ça se voit qu'il était sous. Il est sous. Il dit, ah oui, c'était lui. Mais j'ai pas vu. Bon. Il vaut mieux laisser pisser. Je trouve. Alors, à propos... Bon, mais il faut que je vois quand même si ça se reproduit ou ça se produit ailleurs. Et en français, vous êtes avec lui? Ça vous en quel cours? Oui, en économie, non. Et dans les autres matières, vous ne savez pas comment il s'appelle par hasard? Non. Bon, je vais le trouver. Kenzo. Alors, donc, pour réfléchir sur cette notion de développement, je vous ai apporté un texte dans lequel je fais des coupures, qui est un petit peu difficile peut-être, dont vous allez voir déjà avec le titre, qu'il est très critique par rapport à la notion, puisque le titre c'est en finir une fois pour toutes avec le développement. Non, c'est avec ça. Quoi?
c'est avec ça. C'est un texte, c'est un article C'est ce que j'ai vu. qui a été publié dans le monde diplomatique en 2001. C'est lui, là, pour l'instant. Donc, il y a des chiffres, je ne sais plus si en reste dans les passages que je vous ai laissés, bon, ils ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Par donc quelqu'un qui s'appelle Serge Latouche, qui est économiste, et qui est aussi et surtout, qui est connu maintenant pour être un théoricien et un militant de ce qu'on appelle la décroissance. Ça vous dit quelque chose, la décroissance? L'ensemble décroissant, oui. Donc ça s'inscrit dans un courant d'idées qui est un courant critique, très critique même, par rapport à la mondialisation et par rapport au capitalisme en général, et du coup en même temps par rapport à la notion de développement. Alors je pense que c'est intéressant, ça y est, tout le monde a eu le texte, donc je pense que c'est intéressant que nous réfléchissions aussi là-dessus, pour aussi que nous sachions de quoi nous parlons lorsque nous parlons de développement. Alors, bon, 7 heures. Ce que je vous propose, c'est qu'on le dise, enfin, je voudrais qu'on y passe un moment, mais pas non plus trop longtemps, hein, disons un petit moment. Donc on essaie de le lire ensemble, paragraphe par paragraphe, peut-être pas tous les paragraphes, mais au moins le premier. Enfin, quand je dis le lire ensemble, c'est que peut-être le mieux, c'est que chacun lise pour soi, hein. Et puis on s'arrête quand vous avez à peu près tous lu un paragraphe et on en discute. Ah oui, il faut lui dire à Alexis. Ou ça va, ou on... Par contre, comment vous faites? C'est par paragraphe ou Oui, par paragraphe, c'est le plus simple. Tout le monde a lu le premier là? Alors, oui, c'est écrit à la fin, hein. L'auteur, la référence, vous l'avez à la fin, mai 2001, il y a un peu plus de 30 ans, bon, c'est-à-dire qu'il renvoie aux années 1960 à peu près, hein. C'est approximatif, peut-être que le texte est antérieur à 2001, d'ailleurs antérieur à sa publication. Donc là c'est le début, hein. J'ai pas fait de coupure, chaque fois que j'ai fait une coupure, j'ai mis des points de suspension entre crochets. Je l'ai mis à la fin. Voici un peu plus de 30 ans est née une espérance aussi grande pour les peuples du tiers-monde que le socialisme l'avait été pour les prolétariats des pays occidentaux. Est-ce qu'il faut expliquer, est-ce qu'il y a des choses à expliquer là? Tiers-monde, socialisme, prolétariat des pays occidentaux, c'est clair pour tout le monde ou pas? Le prolétariat, vous connaissez pas? Qui lui dit rapidement? Oui. Les ouvriers. Donc de fait, les ouvriers, peut-être un peu plus
précisément, il faut dire que c'est... les paysans, l'agriculture, tout ça. Ça dépend, parfois on n'y compte pas les paysans. Ceux qui ont couleur. Ouais, voilà. Étymologiquement, ça veut dire, hein, ça vient du latin, ça veut dire ceux qui ne disposent que de leur force de travail, hein, qui ne possèdent rien. Et c'est un mot et une notion qui a été mise en avant, enfin qui est devenue centrale dans la théorie de Karl Marx pour analyser l'organisation de la société, la structure de la société en classe dans le cadre du capitalisme. Donc dans la théorie de Marx, hein, en schématisant un peu, il y a principalement deux classes antagonistes dans la société capitaliste. La bourgeoisie qui possède le capital, qui possède l'essentiel, qui détient la propriété privée des moyens de production, et le prolétariat qui lui ne possède rien, mais qui possède sa force de travail et qui donc est, d'après l'analyse de Marx, qui est exploité par la bourgeoisie. Bon, alors dans cette analyse et dans ce schéma, le prolétariat par rapport au 19e siècle, ça correspond de fait à la classe ouvrière, à la classe ouvrière qui est en train de se former et de grandir. On a posé la question ensuite de savoir si le prolétariat c'était les ouvriers au sens strict ou si le prolétariat c'était finalement on pourrait dire quasiment tous les pauvres, tout simplement, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de propriété privée ou quasiment. La question de savoir si les paysans en font partie, c'est une grande question qui a occupé de nombreux théoriciens et qu'on ne va pas développer maintenant. Donc le socialisme espérance pour les prolétariats des pays occidentaux, ça renvoie à peu près au milieu du 19e siècle, quand les théories socialistes ont été conçues et formées, et que ces théories et le mouvement socialiste, quand ça a pu donc donner l'espoir à la classe ouvrière, au prolétariat, qu'il y avait d'autres conditions de vie possibles. Le tiers-monde, c'est bon, on en a déjà parlé, ça vous parle à tous. Donc, alors, oui, ce qui se passe, c'est que dans les années 60, la notion de développement, le mot et l'idée de développement, a été mis en avant, il en parle un peu plus loin dans le texte, par des organismes internationaux comme par exemple le FMI, et on s'est beaucoup préoccupé d'aider au développement des pays que nous appelons aujourd'hui le Sud. Le mot avait pu être présent auparavant parce qu'on parlait dès les années 1940, dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a parlé de sous-développement. Mais on a parlé surtout de sous-développement pour décrire la situation des pays récemment décolonisés. On parlait de sous-développement, si vous voulez, surtout pour faire un constat négatif. Et dans les années 60, on s'est mis à parler de développement pour désigner des politiques qui étaient mises en place au niveau international. Alors, il annonce d'emblée, j'allais dire la couleur, mais ça tombe mal puisqu'il est question des blancs, une espérance, donc le développement, peut être plus suspecte dans ses origines et dans ses fondements puisque les blancs l'avaient apporté avec eux avant de quitter les pays qu'ils avaient pourtant durement colonisés. En fait, au cœur de cette critique, il y a l'idée que cette notion, elle vient, bon là il dit des blancs, il dit ailleurs de l'Occident, cette notion, elle vient des puissances qui étaient alors correspondent aux puissances dominantes, qui sont les puissances occidentales. Et donc, les responsables, les dirigeants et les élites des pays nouvellement indépendants présentaient à leur peuple le développement comme la solution de tous leurs problèmes. Donc, le développement présenté comme la solution aux problèmes dans lequel se trouvaient les peuples récemment décolonisés dans les années 60, bon, certains un petit peu avant. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire développement? Le concept, deuxième paragraphe, normalement vous ne l'avez pas lu, donc vous y allez.
Bon, qu'est-ce que vous y comprenez dans ce paragraphe? En quoi consiste ce dilemme dans lequel le concept est piégé? Oui, pardon. On peut voir le développement de deux façons différentes. D'un point de vue culturel et historique, et aussi d'un point de vue totalement économique. Ouais, mais il faut préciser peut-être alors. D'un point de vue économique, ça serait, ils disent que ça correspond à une croissance économique à l'accumulation d'un capital, ce qui fait qu'un pays se développe. Et au niveau culturel, c'est à la dynamique culturelle, l'histoire d'un pays. De l'histoire de l'humanité, hein, c'est-à-dire c'est un sens très général de développement, hein, c'est une sorte de, on pourrait dire évolution de l'humanité, mais pas évolution au sens biologique, physique, hein, évolution au sens culturel, c'est-à-dire en prenant culturel aussi dans un sens large, hein, comment les sociétés évoluent, comment les sociétés se développent dans l'histoire de l'homme. Mais il nous dit que là, ça n'a aucune signification utile pour promouvoir une politique, hein, puisque de fait, les sociétés ont évolué, ont changé depuis leurs origines. D'accord ? Et il précise, aucune signification utile pour promouvoir une politique, hein, puisque ce dont il s'agit, ce dont il parle, c'est le développement, comme je le précisais tout à l'heure, hein, en tant que objectif de politique qu'on appelle justement politique de développement. Donc ça voudrait pas dire grand chose de dire bon mais on veut que les sociétés évoluent, qu'elles aient une histoire et qu'elles changent au cours du temps, quoi, finalement. D'accord ? Donc ça il évacue. Alors sinon l'autre sens qu'il appelle son contraire,
c'est un contenu particulier. Et bon, pour qu'il puisse dire ça, hein, il faut qu'il y a un arrière-plan des choses qu'il ne reprend pas, que les lecteurs de 2001 sont censés connaître. C'est-à-dire que ce qu'on entend par développement, ça suppose ce qu'on a appelé un décollage économique, hein, lequel décollage économique était considéré comme lié à l'industrialisation. Décollage économique, ça veut dire un moment où il y a une forte croissance, un fort changement des structures économiques en même temps qu'une forte croissance. Hein. C'est cette image du décollage comme un avion qui, tout à coup, paf, change en quelque sorte. Bon, et là, ça renvoie à quoi? Ben, ça renvoie à cette expérience telle qu'elle s'est mise en place depuis la révolution industrielle en Angleterre dans les années 1750-1800. Son contenu implicite ou explicite réside dans la croissance économique, l'accumulation du capital avec tous les effets positifs et négatifs que l'on connaît. En fait, dans ce cas-là, ça correspond à la naissance et à l'essor du capitalisme. Hein, c'est-à-dire croissance économique, accumulation du capital. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est situé dans l'histoire de l'humanité. Hein, c'est pas l'histoire de l'humanité en général, hein, c'est un moment, en quelque sorte, une période particulière, hein, qu'on peut délimiter dans le temps, hein, à peu près 2 siècles là, à ce moment-là, et qu'on peut aussi délimiter dans l'espace, j'ajouterais, c'est-à-dire que c'est propre à ce qu'on appelle, ce qu'il appelle là l'expérience occidentale, ce qu'on appelle ordinairement les puissances occidentales, c'est-à-dire d'abord l'Europe occidentale principalement, et ensuite ça s'est étendu au moins à l'Amérique du Nord. Or, ce noyau dur, hein, c'est-à-dire ce sens qui correspond à cette expérience occidentale, que tous les développements ont en commun avec cette expérience-là, est lié à des valeurs, qu'on considère comme des valeurs, qui sont le progrès, l'universalisme, étant là quelque chose dont l'inverse serait les particularismes. Hein, l'universalisme, c'est-à-dire l'idée que justement que les mêmes valeurs doivent être appliquées, doivent être des références pour toute l'humanité. Si vous voulez, c'est l'universalisme contre les particularismes, contre les identités culturelles. La maîtrise de la nature, l'exploitation des richesses naturelles, etc. La rationalité quantifiante, hein, la rationalité fondée sur le nombre, bon. La façon même hein, dont il le formule, c'est sans doute, ça comprend une part de critique. Ça veut dire aussi, je pense, hein, ça recouvre aussi quelque chose qui est très actuel, qui est remis sur le devant là dans tous les domaines aujourd'hui. Ça renvoie non seulement à la rationalité, mais à la performance quantifiable. Je pense à la multiplication des indicateurs de performance. Ici, je pense que nous allons bientôt en avoir. Hein. Je ne parle pas du DAE, je parle de l'université. Bon. Des évaluations, si vous voulez, hein, des évaluations qui passent par la quantification, ça, c'est en train de gagner partout. Ces valeurs, et tout particulièrement le progrès, ne correspondent pas du tout à des aspirations universelles profondes. Il nous le dit. Bon. Elles sont liées à l'histoire de l'Occident et recueillent peu d'écho dans les autres sociétés. Les sociétés animistes, par exemple, ne partagent pas la croyance dans la maîtrise de la nature. Les sociétés animistes ou l'animisme, je pense que certains d'entre vous savent de quoi il s'agit. Au dieu de la nature. Oui. Enfin, au dieu de la nature. Non, au fait que le divin est dans la nature. Parce que si on dit au dieu de la nature, on pourrait imaginer qu'il y a un super dieu qui est le dieu de la nature, c'est pas ça. Hein? Non, c'est pour expliquer à ceux qui ne savent pas. Il n'y a pas un rapport avec l'hominide, le fait qu'on soit des animaux, dans la racine animiste. Non, c'est le mot, mais enfin, c'est dans l'autre sens. C'est le mot latin qu'on traduit souvent par âme, anima. Hein? Âme,
Voilà, donc il y aurait une âme, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du divin, du pas physique, en tout cas du pas biologique, hein, qui se trouve dans les éléments naturels. Ce sont l'animisme, ben, en fait, ça correspond aux croyances de bien des sociétés, de presque toutes finalement celles qui ne sont pas de religion monothéiste, hein, c'est-à-dire hors le judaïsme, le christianisme et l'islam. Hein, ce sont des religions qu'on appelle souvent traditionnelles, hein, qui sont très anciennes et qui sont encore présentes dans des... oui, quelque part dans l'hindouisme, oui. Mais... J'entends pas. Ici, il faut que quand vous n'êtes pas tout près, il faut que vous parliez fort parce que l'acoustique est pas trop mauvaise, ça résonne pas, mais on n'entend pas. Pas exactement compris. Ben, l'animisme, c'est le fait de croire que le divin, de manière générale, se trouve dans la nature, ou que les éléments naturels, hein, sont, comment on va dire, contiennent le divin. Non, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Enfin, c'est pas une théologie comme celle des religions monothéistes, donc c'est avec nos catégories, c'est pas évident à décrire. Donc ces sociétés animistes ne partagent, et il écrit, ne partagent pas la croyance dans la maîtrise de la nature, d'autant qu'elles considèrent souvent qu'on va détruire ou attenter à des divinités si on abat tel arbre, si on creuse telle montagne, etc. L'idée de développement est totalement dépourvue de sens et les pratiques qui l'accompagnent sont rigoureusement impossibles à penser et à mettre en œuvre parce qu'impensables et interdites. Ces valeurs occidentales sont précisément celles qu'il faut remettre en question pour trouver une solution aux problèmes du monde contemporain et éviter les catastrophes vers lesquelles l'économie mondiale nous entraîne. Donc en fait, dans ce paragraphe, il a développé l'idée que cette notion de développement, elle repose exclusivement sur la promotion de valeurs occidentales. Des valeurs occidentales qui sont, d'après lui, incompatibles, au moins pour partie, avec les valeurs d'autres sociétés ou d'autres cultures. Il l'affirme, hein, il le démontre pas. C'est pas un article, je l'ai pas précisé ça. C'est pas un article scientifique, si vous voulez. Même si Serge Latouche est à l'origine un universitaire, un chercheur, etc. Là, il n'est pas en train de faire un travail scientifique. Il est en train de donner son opinion en quelque sorte ou son interprétation sur une certaine question. Ce faisant, on peut concevoir et on peut comprendre même qu'il s'appuie sur des connaissances qui sont d'ordre scientifique, hein, des connaissances en économie, en histoire par exemple, qu'il a pu acquérir parce qu'il est quelqu'un qui a fait des études dans ces domaines-là. Mais c'est pas un texte scientifique. Alors je précise cela, pourquoi ? Parce que on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Une dissertation, ce que vous avez à faire, c'est évidemment pas exactement un texte scientifique et vous n'êtes pas encore des chercheurs. Néanmoins, dans une dissertation, vous êtes tenu à une attitude qui se rapproche de celle du chercheur. C'est-à-dire que vous êtes tenu à vous devez vous efforcer d'avoir une posture qu'on appelle objective, c'est-à-dire une posture dans laquelle ce que vous avancez, vous le justifiez par d'autres éléments que vous pouvez avancer aussi. Ce que vous avancez, ça ne vient pas, ou ça ne vient pas seulement de vos propres idées ou de votre propre opinion. Ce que vous avancez, ça vient d'autre chose que ça. Dans ce sens-là, si vous voulez, une dissertation, ça serait une sorte d'imitation d'un texte scientifique. Donc, qu'est-ce que c'est un texte scientifique ? C'est un texte dans lequel le chercheur, quand je dis scientifique, je veux dire que la géographie, la sociologie, l'histoire, l'économie sont des sciences. Pas des sciences comme la biologie ou les mathématiques ou la physique, mais des sciences sociales, des sciences qui s'occupent des sociétés humaines. Bon, donc ici, là, il affirme des choses qu'il ne nous démontre pas vraiment, si vous voulez. Il ne nous dit pas sur quoi il se fonde pour affirmer cela. Ça ne veut pas dire que c'est faux.
hein, ça veut dire que nous voyons bien, de toute façon, aux mots qui sont employés, autant qu'il emploie, que il ne cache pas qu'il a un parti pris, hein, mais en même temps il cherche à convaincre là-dedans, on va persuader ses lecteurs qu'il faut en finir avec le développement. Bon, en plus, on peut comprendre que il s'adresse à des lecteurs qui ont des opinions qui sont proches des siennes, mais qui n'ont pas forcément réfléchi. Alors je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que c'est publié dans Le Monde diplomatique, qui est un mensuel qui ne traite pas de questions directement diplomatiques, hein, qui traite de grands problèmes du monde et d'une manière qui est très critique justement par rapport au capitalisme, à la mondialisation, etc. Donc les lecteurs le sont en général, mais les lecteurs n'ont pas forcément réfléchi à la notion de développement et n'ont pas forcément développé de critique de la notion de développement. Donc ce qui l'amène là, Serge Latouche, ce sont des arguments pour critiquer la notion de développement, mais c'est pas une étude scientifique sur la notion de développement. D'accord ? Alors, donc c'est bon jusqu'à éviter les catastrophes vers lesquelles l'économie mondiale nous entraîne. Bon, cette formulation même, hein, les catastrophes vers lesquelles l'économie mondiale nous entraîne, elle marque bien qu'il est critique par rapport à cela. Vous lisez le paragraphe suivant, rapidement peut-être, je ne sais pas si on va pas avoir le temps d'aller... Pardon, je vous interromps parce que je voulais vous poser une question, je l'ai oublié. Est-ce que ça intéresse certains que je vous rende l'article entier disponible sur Iris? Ça me coûte pas grand chose, hein, je mets le fichier, voilà, il y aura pas sans les coupures, d'accord, donc je vais le faire. Ça y est, là, c'est lu. Alors, la crise de la théorie économique du développement annoncée dans les années 1980. Bon, il y avait une sorte, une théorie économique du développement qui correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure à propos du décollage, hein, c'est-à-dire une théorie économique qui disait comment un pays pouvait se développer, hein, quelles étaient les conditions du décollage industriel, etc. On pourrait même dire qu'il y avait plusieurs théories, hein, mais on peut regrouper tout ça sous l'appellation de théorie économique du développement, hein, c'est-à-dire l'ensemble des théories et des préconisations pour développer les pays qui étaient
sous-développée ou en voie de développement. On reparlera de ce vocabulaire tout à l'heure ou les fois suivantes. Alors, cette crise, elle a été annoncée dans les années 1980 et Serge Latouche dit qu'elle est en phase terminale, hein, ce qui est une expression qui atteste du fait qu'elle va bientôt mourir. On assiste à une vraie liquidation, bon ça c'est un peu ironique. Le développement ne fait plus recette dans les enceintes internationales sérieuses, FMI, Banque mondiale, OMC, etc. Hein, c'est-à-dire que dans ces enceintes, au sein de ces organisations internationales, on ne parle plus ou presque plus de développement. À la fois ce sont d'autres mots qui sont employés, et ce sont d'autres théories ou d'autres principes qui sont avancés, d'autres préconisations qui sont faites pour les politiques à mener dans les pays du Sud. Il y a eu un changement donc dans cette période-là. Au dernier forum de Davos, alors pas le dernier pour nous aujourd'hui, bien sûr, le dernier en mai 2001, la chose n'a même pas été évoquée. La chose, le développement. Il n'est plus revendiqué au Sud que par certaines de ses victimes et leurs bons samaritains, les ONG qui en vivent, et encore, la nouvelle génération des ONG sans frontières a axé le charity business, plus sur l'humanitaire et l'intervention d'urgence que sur l'essor économique. De fait, hein, les grandes ONG font leur campagne par rapport à des situations d'urgence ou par rapport à des aides humanitaires. Bon, donc là c'est juste pour nous dire que c'est plus que même cette théorie n'est plus une référence au sein des instances internationales. Il précise ensuite, dans une économie mondialisée, il n'existe pas de place pour une théorie spécifique destinée au Sud. Économie mondialisée, théorie mondialisée aussi en quelque sorte. Hein. Toutes les régions du monde, désormais, sont en développement. À un monde unique correspond une pensée unique. Alors là, il joue sur les termes, hein, vous l'aurez remarqué, parce que pensée unique, c'est connoté assez négativement. Hein. La pensée unique, c'est celle qui s'impose et qui fait qu'on ignore d'autres manières de penser. Le monde unique, ce serait le monde mondialisé, si je peux dire, hein, ou le monde, la mondialisation réalisée en quelque sorte. L'enjeu de ce changement n'est autre que la disparition de ce qui donnait une certaine consistance au mythe développementiste, à savoir alors ça c'est plus difficile à prononcer, c'est-à-dire le phénomène de retombée favorable à tous. L'idée donc que le développement, que les actions faites par exemple pour le décollage industriel, allaient avoir des retombées favorables à tous, hein, même aux parties importantes de la population des pays concernés qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'industrie. Ça allait amener des investissements, ça allait amener des capitaux qui allaient permettre de construire des écoles, des hôpitaux, etc. Et ce qui est intéressant hein, par rapport à ce qui nous occupe en particulier, c'est cette idée que dans une économie mondialisée, il n'existe pas de place pour une théorie spécifique destinée au Sud. Hein, c'est-à-dire cette idée que toutes les parties du monde, en fait, en sont soumises aux mêmes logiques économiques, hein, qu'il n'y aurait pas de logique économique spécifique pour tel ou tel type de pays. Et ça veut dire en particulier concrètement que tous les pays du monde doivent être soumis, si je peux dire, au libre-échange. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu, par exemple, de protéger des frontières, d'établir des sortes de protection pour les productions intérieures, de manière à faciliter justement le développement, hein, ce qu'on pouvait appeler le développement de tel ou tel pays. Alors, il faut qu'on arrive à quelque chose avant de prendre la suite. La survie du développement à sa mort est surtout manifeste. Alors, il survit à sa mort, bon, c'est une expression, hein. Peut-être c'est le mot ou la notion qui survit à la mort des politiques de développement et surtout manifeste à travers les critiques dont il a été l'objet. Pour tenter d'en conjurer magiquement les effets négatifs, on est en effet entré dans l'ère des développements à particules ou à adjectifs. Hein. On a vu des développements autocentrés, endogènes, participatifs, communautaires, intégrés, authentiques, autonomes et populaires, équitables,
sans parler du développement local, du micro-développement, de l'endodéveloppement et même de l'ethno-développement. Les humanistes canalisent ainsi les aspirations des victimes. Voilà ce qui m'intéressait. Le développement durable est la plus belle réussite dans cet art du rajeunissement des vieilles lunes. Il constitue un bricolage conceptuel visant à changer les mots à défaut de changer les choses, une monstruosité verbale par son antinomie mystificatrice. Le durable est alors ce qui permet au concept de survivre. Alors excusez-moi, là j'ai pas tout arrangé, là les guillemets, hein, quand on prend un texte d'un format à l'autre, il y a des espaces avec des guillemets qui se mettent pas au bon endroit. Alors, je voulais m'arrêter quelques instants sur cette notion de développement durable. Donc, vous avez vu hein, qu'il considère, et il n'est pas le seul, hein, que la notion de développement durable, elle contient l'idée de développement, la même idée ou la même sorte d'idée que celle qui est présente lorsqu'on parle ou lorsqu'on parlait de pays sous-développés ou de politique de développement. Donc, si vous voulez, hein, les mêmes critiques qui sont faites, le même point de départ de la critique qui est faite, par rapport au développement en général, peut être fait par rapport au développement durable en particulier. Or, qu'est-ce que c'est le développement durable? Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que vous savez, enfin, comment vous le définissez ou comment vous le comprenez ou... Donc le développement durable tel qu'il est défini, j'allais dire officiellement, c'est-à-dire tel qu'il a été défini dans les instances internationales qui l'ont promu. Hein. Il a été promu d'abord internationalement, hein, et notamment à partir de ce fameux sommet de la Terre à Rio en 1992, c'est ça? Donc c'est un principe de développement qui est censé articuler trois logiques. Ça, c'est, vous pouvez le noter. Une logique économique, une logique écologique et une logique sociale. Donc la logique économique, en fait, c'est celle qui correspond à la croissance, à la poursuite de la croissance. La logique écologique, c'est celle qui repose sur le principe de... oh mince, j'ai pas noté l'expression, je l'ai oublié. D'assurer aux générations futures... comment? La préservation de la planète. Ouais, mais c'est pas la préservation de la planète. Oui, oui, l'idée c'est ça, mais c'est plus précis que ça. Oh, excusez-moi, j'ai un trou là. Donc la logique écologique, hein, c'est donc
le fait de permettre aux générations futures de se procurer les ressources dont elles auront besoin finalement, hein. Donc ne pas trop mettre en danger la biodiversité, les ressources, les matières premières fossiles, etc. Et il y a aussi, ça c'est moins souvent mis en avant, hein, il y a aussi une logique ou un principe, si vous voulez, social, qui correspond à ce qu'on appelle souvent l'équité, hein, c'est-à-dire le fait que tous les individus, hein, aient accès aux mêmes possibilités, aux mêmes droits, aux mêmes ressources. Donc, pour les promoteurs de cette idée de développement durable, hein, il s'agit justement de s'inscrire dans l'idée d'une tendance et d'un effort, hein, c'est-à-dire qu'on ne pas semblant d'ignorer qu'on est loin d'avoir un équilibre écologique satisfaisant ou même une équité sociale, mais le développement durable, il est censé tendre vers cela. Donc, il est censé articuler en quelque sorte à égalité ces trois logiques, hein, c'est-à-dire avoir autant l'objectif écologique et l'objectif d'équité sociale que l'objectif économique. Bon, ce qui se passe dans la réalité, vous le savez tout autant que moi, hein, c'est que l'expression est interprétée d'une infinité de manières. Elle recouvre des significations très diverses et elle est le plus souvent utilisée comme une sorte de slogan, quasiment, hein, de slogan pouvant même servir à la promotion à des promotions commerciales. Et c'est assez significatif que, apparemment, personne parmi vous, hein, ne savait que dans l'idée de développement local, décidément durable, telle qu'elle est conçue à l'origine, hein, il y a ces trois aspects ou cette triple logique. Mais Serge Latouche, à propos de cela, a des mots très forts. Art du rajeunissement des vieilles lunes, bon là encore ça va, bricolage conceptuel, changer les mots à défaut de changer les choses, il dit même monstruosité verbale, antinomie mystificatrice. Antinomie mystificatrice, hein, parce que de fait, il y a contradiction entre l'idée de développement, qui en fait repose sur l'idée de changement lui-même appuyé sur la croissance, et l'idée de durable, durable qui serait quelque chose qu'on conserve en l'état pour l'avoir pendant longtemps. Bon, ça c'est au niveau des mots. Au niveau des logiques, on peut se demander, on constate de fait, hein, qu'il y a contradiction en fait entre un certain nombre de ces logiques et qu'il y a contradiction notamment entre la logique économique et la logique et les deux autres. Oui. Quand on voit ça économique, écologique, social, on a l'impression qu'en fait c'est quelque chose qui résout tout. Parce qu'il n'y a pas d'autres catégories finalement. Oui, de fait, oui. C'est un peu le remède miracle. Oui. Oui, ça c'est censé tout, ça recouvre tout, hein, ça va pouvoir tout recouvrir, tout utiliser et tout justifier aussi, hein. Dans toutes ces tentatives pour définir un autre développement ou un développement alternatif, il s'agit de guérir un mal qui atteindrait le développement de façon accidentelle et non congénitale. Bon, là il développe. Il est clair que c'est le développement réellement existant, de la même manière qu'on parlait du socialisme réel, celui qui domine la planète depuis 2 siècles et qui engendre les problèmes sociaux et environnementaux actuels, exclusion, surpopulation, pauvreté, pollution diverse, etc. Le développementisme exprime la logique économique dans toute sa rigueur. Il n'existe pas de place dans ce paradigme donc, pour le respect de la nature exigé par les écologistes, ni pour le respect de l'être humain réclamé par les humanistes. Alors, le socialisme réel, c'est une expression qui a été utilisée hein, pour distinguer les théories socialistes, si vous voulez, de ce qui se passait dans les pays se réclamant du socialisme, l'URSS notamment. Hein. Et en fait, lorsqu'il dit développement réel ou développement réel existant, il veut dire par là que c'est ça qui est important, hein, ce qu'on a fait avec le développement,
et non pas ce qu'il peut y avoir dans des théories du développement ou des théories exposant les politiques de développement. En fait, il a une dent contre le développement. Il a une dent contre le développement, c'est plus qu'une dent. Ça va changer. Il insiste bien, oui. Alors, il évoque ensuite, ça j'ai failli l'enlever, puis je l'ai laissé après tout, parce que c'est pas inintéressant. En France même, nous avons vécu cette expérience en vraie grandeur d'un développement alternatif. C'est la modernisation de l'agriculture entre 1945 et 1980, surtout dans les années 1960, telle qu'elle a été programmée par des technocrates humanistes et mise en œuvre par des ONG chrétiennes jumelles de celles qui sévissent dans le tiers-monde. ONG, oui, il y a en particulier la jeunesse, la jeunesse agricole chrétienne, qui a joué un grand rôle dans la modernisation de l'agriculture, dans la promotion des nouvelles techniques auprès des agriculteurs dans les années 50, et qui a été à l'origine du syndicalisme agricole tel qu'il s'est développé ensuite. Et si vous voulez, l'idée, en gros je résume, l'idée c'est que cette modernisation de l'agriculture, elle a été vue très positivement par presque tout le monde, à partir des années 1950, parce que ça allait permettre à la fois d'augmenter considérablement la production agricole, et ça allait permettre aussi en même temps aux paysans de s'intégrer pleinement dans la société moderne, de devenir des agriculteurs ayant un revenu plus important que celui de leurs parents, ayant des conditions de vie plus satisfaisantes, des logements au même standard de confort que ceux du reste de la population, etc. Bon, et depuis peu finalement, on en est revenu de cette modernisation parce que c'est celle qui a impliqué l'utilisation massive d'intrants chimiques dans l'agriculture, engrais, pesticides, etc., notamment avec tous les dégâts que cela fait à la fois sur la nature et puis sur les humains via l'alimentation, sans pour autant d'ailleurs que ça ait beaucoup amélioré les conditions de vie des agriculteurs. Bon, bref. Oui, il va jusqu'à la génération de la malbouffe, donc qui nous concerne tous. Qu'on le veuille ou non, le développement ne saurait être différent de ce qu'il a été et est, l'occidentalisation du monde. C'est ce qu'il a énoncé aussi au début, c'est-à-dire en fait à l'imposition au monde, ou la tentative d'imposition à la fois des valeurs occidentales et d'un mode de production économique qui historiquement est né en Occident. Voilà, il finit sur l'alternative, je passe là parce qu'on n'a plus le temps. Elle ne peut prendre la forme d'un modèle unique, l'après-développement est nécessairement pluriel, il s'agit de la recherche du mode d'épanouissement collectif dans lequel ne serait pas privilégié un bien-être matériel, destructeur de l'environnement et du lien social. Bon, depuis Serge Latouche et quelques autres, se concentre, on va dire, se concentre sur la critique de la croissance, la notion de développement étant de toute façon de moins en moins utilisée, si ce n'est dans l'expression de développement durable. Donc on reparlera de la terminologie aussi, à propos des Suds, je vous ferai un petit bilan de la façon dont on a désigné ces pays. Donc je voudrais pour finir en troisième point évoquer les indicateurs du développement. Je mets ici développement entre guillemets pour signifier que je reprends le mot. Donc à partir de maintenant, nous n'allons plus tellement discuter, nous n'allons pas reprendre à notre compte la critique de Serge Latouche. Je vous la signale, elle lui est pas propre, il y en a d'autres. Il y a un groupe de gens qui ont écrit là-dessus, un groupe qui n'est pas extrêmement nombreux. Il faut savoir que ça existe, donc on peut critiquer cette notion de développement, qu'elle ne va pas de soi, elle n'est pas forcément à reprendre telle qu'elle. Alors,
ce qui s'est passé, c'est que au moment, dans la période justement où la politique de développement a été promue, hein, notamment dans les années 1960-1970, les promoteurs du développement se sont attachés à insister sur le fait que le développement et la croissance, c'était ou ce serait différent. Hein. Donc, première idée, pour ceux qui cherchent à promouvoir le développement, c'est différent de la croissance. C'est différent en quoi? Ce serait différent en quoi? Pour simplifier, on peut dire que la croissance, c'est seulement quantitatif, alors que le développement, ce serait qualitatif. C'est ça, si vous voulez, le cœur de la différenciation entre croissance et développement. Croissance quantitative, développement qualitatif. Dans cette perspective, le développement, il est défini comment? Il est défini comme la capacité d'une société, vous pouvez le noter si vous voulez, la capacité d'une société à assurer le mieux-être de sa population. Capacité d'une société à assurer le mieux-être, l'idée de mieux-être suggérant qu'il n'y a pas de plafond, que ça peut toujours être mieux si vous voulez, qu'on peut toujours améliorer les choses, améliorer les conditions de vie. Donc en fait, hein, le niveau de développement, ça serait la capacité d'une société à en faire en sorte que les gens vivent de mieux en mieux. Bon. Oui. Vous avez développement qualitatif, j'ai oublié le plus... Ben, croissance quantitative, hein, quantité, qualité, tout simplement. Alors pour cela, il a fallu construire des indicateurs, hein, c'est-à-dire que même si c'est qualitatif, le développement, eh ben, même si on considère que c'est qualitatif, si on veut raisonner en termes de niveau de développement, il faut bien mesurer ce développement, hein, voir des différences de niveau. Pour la croissance, on disposait déjà d'indicateurs quantitatifs dont nous avons déjà parlé, qui sont le PIB, produit intérieur brut, le PNB, je vous en ai parlé aussi, hein, vous avez les définitions dans le chapitre sur les flux, je pense. Et je vous ai dit aussi, je pense, qu'aujourd'hui, on parle de moins en moins du PNB, et on parle du RNB, revenu national brut. Hein. Je vous avais dit que ça c'était un truc un peu technique que je ne saurais pas vous expliquer en détail. Hein. C'est pour uniformiser les manières de mesurer selon les pays. Bon, donc PIB, PNB, RNB, tout cela, ce sont des indicateurs qui mesurent uniquement de la quantité, hein, et qui peuvent donc mesurer la croissance si on les compare dans le temps. De la quantité, c'est-à-dire la valeur de la production officielle, de la production enregistrée, donc sans compter la production clandestine, sans compter la production domestique. Donc, comme je le disais, l'effort pour distinguer le développement de la croissance, l'effort pour montrer que le développement, ce serait autre chose que la croissance, il s'est accompagné de la construction de nouveaux indicateurs. Donc, le principal indicateur qui a été élaboré, et encore élaboré, même s'il y en a de nouveaux maintenant, il y en a toute une collection, c'est quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler, c'est l'IDH. Donc IDH pour indice de développement humain. Le mot même de développement est présent. Et cet adjectif humain insiste aussi sur le fait qu'il s'agit bien des conditions de vie des personnes en principe.
Alors vous imaginez que c'est pas du tout évident d'élaborer un indicateur qui va pouvoir s'appliquer à tous les pays du monde, hein, et pour lequel on aura des informations statistiques dans tous les pays du monde. Donc cet indicateur, cet indice, en fait, il est composite, c'est-à-dire qu'il est, il est calculé en agrégeant, en mettant ensemble différents autres indicateurs dont on dispose de manière plus classique. C'est-à-dire que c'est, on peut dire, hein, que c'est la synthèse de 3 séries de données. Alors je vais vous dire ça et puis on s'arrêtera là. Donc 3 séries de données. Première série de données, espérance de vie à la naissance. Enfin, première donnée. Bon, espérance de vie tout court, hein, c'est en fait l'espérance de vie à la naissance. Je vous en parlerai la semaine prochaine de l'espérance de vie si vous voulez. L'espérance de vie, c'est quelque chose d'hypothétique, hein, c'est pas quelque chose de réel. Deuxième, là c'est bien une série d'indicateurs parce qu'il est lui-même composite. Deuxième série, le niveau d'instruction. Et là, on met ensemble, enfin, on agrège le taux d'alphabétisation, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui savent lire et écrire. Et la durée moyenne de scolarisation. Donc, vous voulez que je répète? Le niveau d'instruction qui comprend lui-même 2 choses, le taux d'alphabétisation et la durée moyenne de scolarisation. Donc, espérance de vie, instruction, de fait, hein, on n'est pas du tout là dans des indicateurs de la croissance économique ou de la quantité ou de la valeur de la production, et ça intervient quand même, c'est le 3e indicateur, en fait. Il y a dans l'IDH le PIB, 3e indicateur, donc le produit intérieur brut, et plus précisément le PIB réel par habitant, hein, c'est-à-dire le PIB par habitant, c'est une moyenne pour l'ensemble du pays, et c'est le réel, ça veut dire que c'est un calcul technique, hein, par rapport aux différences entre les monnaies, bon, ça ne nous intéresse pas directement. Voilà. Donc espérance de vie, niveau d'instruction, PIB réel par habitant, compose cet IDH, hein, qui donc fournit une mesure de ce qu'il est convenu d'appeler le niveau de développement. C'est un indice, hein, c'est pas un nombre correspondant directement à ces éléments, hein, c'est un indice et en fait qui est calculé avec la valeur 1 pour le maximum obtenu dans chaque catégorie. Donc c'est toujours relatif, hein, c'est toujours relatif à ce qui se fait de mieux dans le monde au moment où c'est calculé en quelque sorte. C'est ce qui se fait de mieux dans le monde, je m'entends, hein, par rapport à ces critères. Voilà, je m'arrête là. Donc là, ça c'était pour introduire sur la notion de développement, et la semaine prochaine, on parlera plus précisément des inégalités de développement dans le monde.